Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour un nouveau numéro des Back Issues VF, ce fameux format où Corentin et Arnaud lisent des comics, des comics. Ah là là, cette introduction, elle est incroyable. Non, on la garde. Ah, on la garde. On la garde. J'étais tellement fier de toi. Putain, ouais. Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, on vous la refait pas, c'est les Back Issues VF. Avec Corentin, on a lu des comics et on va vous en parler, c'est tout le principe de ce format dont vous avez lancé la lecture. Et aujourd'hui, on se retrouve de nouveau pour une émission spéciale sur des titres sortis en VF. Alors, il y aura du comics sensu stricto, c'est-à-dire des bandes dessinées publiées aux États-Unis qui sont ramenées en France après de l'achat de droits, un processus de traduction et d'impression. Mais il y aura aussi quelques petites bandes dessinées faites en France, on va se le dire clairement. C'est quand même un petit peu du comics, mais pas vraiment, puisque c'est pas produit là-bas. Mais on estime que c'est de la BD de genre qui mérite toute sa place sur nos ondes. Vous le savez, depuis le lancement de ce podcast, on s'est ouvert, on a ouvert nos chakras, nos envies éditoriales pour aller aussi aborder des bandes dessinées qui, à notre sens, correspondent tout à fait à l'ADN de ce qui nous plaît dans la pop culture et dans la narration séquentielle. Et on espère que ça vous plaira aussi. Corentin, par quoi commence-t-on, toi qui as le programme sous les yeux? Alors, je crois je te le dis que c'est en fait, j'arrive pas à lire. Low Reader, effectivement. On commence tout de suite par Low Reader, qui est le premier numéro de la nouvelle anthologie publiée au label 619. On vous l'a déjà dit plusieurs fois, et vous êtes a priori au courant si vous nous écoutez depuis quelque temps. C'est à partir de ce début d'année que le label 619 est désormais publié chez les éditions Rue de Sèvres. Et pendant pas mal d'années, pendant vraiment très longtemps, le label avait proposé une anthologie d'histoires d'horreur, d'histoires de genre, qui s'appelle Doggy Bags. Alors nous, on vous avait fait une grosse mini-série qui s'appelle Les Chroniques de Doggy Bags, sur lesquelles on en avait pu revenir avec Ron et Yuck, vraiment sur tout l'historique de cette bande dessinée. Et si vous vous rappelez bien, à la fin du dernier numéro, Ron vous disait de suivre le corbeau. De quel corbeau parlait-il? Eh bien, il parle du corbeau qui est désormais l'emblème de Low Reader, cette nouvelle formule anthologique avec 3 histoires d'horreur présentes. C'est vraiment c'est Doggy Bags 2.0 si on veut vraiment présenter ça de façon très très concise. Mais c'est un peu plus que ça aussi, parce qu'il y a quand même plus d'accompagnement éditorial dans le texte. Enfin, il y a une volonté, il y a aussi une volonté de mêler un petit peu le corbeau vraiment dans la revue et pas que sur la couverture, en le présentant comme une forme de narrateur, un peu comme le gardien de la crypte dans Creepshow. Et donc pour cette première revue, il y a 3 histoires présentes, donc Devil's Key par Mud et Giz Alberti, qu'on avait pu déjà retrouver sur du Doggy Bags, mais aussi sur le one shot Trenchfoot, qui était incroyable, et je crois qu'on en avait parlé déjà à l'époque sur First Print. Il y a Ron et Guillaume Singelin, le duo, la Dream Team, donc sur l'histoire Mister Sato. Et on a également Florent Maudou, Freak Squill, qui a l'histoire She-Wolf and Cub, qui revient en fait sur le personnage de Masiko, qui était une héroïne qui fait partie intégrante de son univers et qui avait été présente dès le tout début de Doggy Bags. Donc vraiment, on est quand même en terrain plutôt connu avec les équipes créatives, parce que là on est vraiment avec des gens qui ont déjà officié, que l'on connaît bien au sein du label 619. Donc il faudra attendre les prochains numéros pour retrouver des plus jeunes recrues, on va dire. Mais donc là, on est sur un nouveau lancement. L'anthologie, elle avait disparu au numéro 17 après s'être relancée au numéro 14. Donc on peut un peu comprendre aussi qu'on a envie quand même de réattaquer avec les gros calibres du label 619. De toute façon, on reviendra là-dessus. J'imagine, j'aimerais bien faire un nouveau volet des chroniques de Low Reader à terme. Et donc, Corentin, tu as lu Low Reader. Tout à fait. Je l'ai lu aussi. C'est l'un des rares comics que j'ai lu dans ce Back Issues. Ouais, effectivement. Et alors, tu vas pouvoir nous en parler un petit peu plus. Corentin, qu'as-tu pensé de ce premier tome? C'est compliqué d'avoir un avis global sur tout ce qui est proposé à l'intérieur parce que c'est encore une fois, comme tu l'as dit, une anthologie. Dans l'ensemble, c'est
plutôt cool. Moi, j'ai bien aimé. Je trouve toujours l'esprit et la formule de Doggy Bags de l'époque a bien été restitué dans cette nouvelle proposition. On voit que c'est une anthologie justement qui est pensée comme un dérivé en fait des vrais comics d'horreur des années 50, 60, de l'époque ici, ou de la télévision avec les Tales from the Crypt, etc. Là, du coup, le corbeau est vraiment le Crypt Keeper qui va toujours agrémenter la fin de chaque histoire en disant avec une petite pouvoir une petite morale macabre comme ça. C'est ça. En fait, déjà, on voyait dans Des Moutafoukaz 1 qu'il y avait la présence de Rod Serling, qui était le narrateur de La 4e dimension, qui était en surimpression d'une case où Lino va se faire examiner la tête parce qu'il pense avoir des visions et tout. Ouais, je me rappelle. Ouais. Donc il y avait déjà cet esprit un petit peu de revenir à la télévision un peu horrifique, d'épouvante de l'époque un peu rétro. Et là, on est un peu dans ça pour 2 histoires, on va dire. Moins pour la 3e. Je trouve que la 3e est vraiment plus dessin animé, plus genre, plus grindhouse, comme ça a pu être le cas aussi pour d'autres volumes de Doggy à l'époque. Alors la première histoire, elle est vraiment cool. Donc Devil's Key de Mud et Gizabert. Ouais, tout à fait. Alors le dessin justement fait plus. Enfin, généralement, il y a une sorte d'école de dessin chez 619 où plus ou moins tous les artistes prennent des trajectoires qui sont en fait la base du dessin de run, on va dire, et ensuite après trouvent des variations X ou Y. Peut-être que Modou est le seul qui a vraiment un truc qui ressemble pas du tout à du run à la base. Là, on est un peu là-dedans, mais dans une école de dessin qui fait vraiment très BD underground des années 90. Voilà, on peut citer des référents comme Benjamin Marat, par exemple, ou d'autres artistes comme ça. Le mec qui dessine les comics chez Vice aussi, qui fait un peu un truc dans ce style-là parfois quand il fait Prison Pit ou quoi. Ah oui, je me rappelle, tu m'avais montré ça il y a un jour. C'est graphique, c'est un peu crado, c'est vraiment du dessin de presse croisé avec de la BD un peu de genre, qui veut pas faire réaliste du tout. Donc c'est l'histoire d'un groupe de rock qui a entre guillemets passé un pacte avec le diable pour se vendre et se faire connaître plus vite en faisant un spot pour des burgers. Eux pensent que ça va leur amener gloire et fortune, mais un des membres du groupe lui dit oui, on a vendu notre âme au diable, et le diable vient un diable très commentateur de match de Dragon Ball Z, on va dire, croisé avec Drucker un peu parce qu'il y a des trucs, alors ciao l'artiste et tout, qui du coup va leur envoyer des rockers de la mort. Alors tout l'accompagnement édito, c'est par rapport justement à la légende des rockers morts, à la fascination qu'on peut avoir pour ces artistes qui ont disparu dans des circonstances mystérieuses ou qui sont juste canés au moment où grosso modo leur légende commençait à s'amorcer. La seconde histoire, c'est forcément ma préférée puisque c'est celle de Singelin, qui fait un truc graphique qui ressemble pas forcément à ce qu'il fait d'habitude. Non, ça a beaucoup changé là-dessus. Ouais, là on est vraiment dans le manga. D'ailleurs, les onomatopées sont en japonais. Ça se passe au Japon. C'est l'histoire de Monsieur Sato, je crois. C'est ça, ouais. Qui donc est un salaryman un peu âgé qui se fait bully par des yakuza et qui va décider de construire un flingue pour essayer de se défendre. Donc on est vraiment dans un truc un peu nouvelle Hollywood, croisé avec du manga d'horreur. Il y a aussi un petit côté, pas Junji Ito, mais Inyo Asano, tu vois, par exemple, avec cette espèce d'allégorie, en fait, de la personnification physique de concept. C'est comme dans Bonnie Poon Poon, tu vois, t'as vraiment ce côté, en fait, il est transparent parce que les gens ne le voient pas. Et plus il essaye de réapparaître, c'est-à-dire de se défendre, de lutter contre la société, plus on commence à le voir, à le discerner et tout. C'est vraiment très très beau. On est sur du très grand Singelin. Franchement, c'est même beaucoup plus granuleux que ce qu'il fait d'habitude. Si vous regardez par rapport à Lobaloka, où les lignes sont beaucoup plus rondes, beaucoup plus définies. Là, c'est super crado. Même par rapport à la couleur, en fait. Ouais, la mise en couleur a rien à voir. C'est vraiment de la BD d'horreur pur jus. T'as juste un peu des nuances de rose dans certains décors arrière-plan et dans les onomatopées en kanji. Enfin, en kanji, en hiragana, etc. Donc, on a un personnage caché dans ce podcast. C'est très cool. Vraiment, j'ai super bien aimé. Moi, j'ai toujours été moins fan du style de Modou. C'est vraiment celui, justement, parce que je trouve qu'il est beaucoup plus très différent de ce que fait Ron en général. Donc là, finalement aussi, on s'amuse quand même. On a une imagerie de biker. On retrouve le gang des bikers de loup-garou de Doggy 1, en fait. Ouais, tout à fait. Ouais. Et puis là, en l'occurrence, avec un truc qui fait ça très dessin animé, d'horreur, un peu justement comme les cartoons un peu horrifiques qu'on avait quand on était gamin, un peu crado, etc. C'est très violent aussi. Ouais, c'est super graphique. Il y a de la baston. De toute façon, c'est très graphique, c'est très généreux. Enfin, quand tu dis un peu Grindhouse et tout ça, mais c'est effectivement, c'est que t'as de la violence, t'as de la full frontal nudity là, aussi. Là, on est vraiment dans du Robert Rodriguez, dans du Wolf Cop, dans tous ces trucs un peu qui prennent des monstres du répertoire classique, un peu du Archie Comics aussi, du Archie Horror un peu aussi quelque part, avec ce côté un peu vraiment film de drive-in des années 70. J'aime bien le fait que Masiko
elle est dessinée quand même de manière sexy, mais elle a toujours, tu sais, des proportions réalistes. Elle a toujours un peu de ventre parce qu'elle a eu un enfant, etc. Enfin, c'est pas justement un truc vraiment gratos ou vulgaire ou quoi, c'est juste une bonne BD de genre qui assume ses références, etc. Les pages du corbeau aussi qui sont très belles, qui pareil font très manga à l'ancienne en plus. Le petit corbeau un peu sarcastique. Dans l'accompagnement édito, donc on a pas mal de trucs par rapport à ce qu'est le corbeau dans l'histoire, dans les différentes cultures, les différents folklores, les mythologies. Ouais, c'est plutôt chargé, hein, mine de rien. Je trouvais que même, qu'il y avait vraiment beaucoup de textes, parce que t'as même, en plus, Run passe la main aussi à Ahmed, par exemple, notamment pour les textes sur les légendes des groupes de rock qui ont disparu mystérieusement. Donc, t'as aussi vraiment en fait une sorte de mise en contexte, mais de toute façon qui a toujours été importante parce que ça reste aussi à chaque fois des histoires où on sait que les auteurs se renseignent beaucoup en fait sur ce qu'ils font et notamment quand on parle de Mr Sato, ça s'inscrit dans effectivement comment la société japonaise considère ses vieux, comment elle s'est débarrassée des flingues. Ça parle aussi des imprimantes 3D, de est-ce que c'est vraiment possible de pouvoir faire des guns avec ces nouvelles technologies. Donc c'est des recherches en fait qui ont été faites et qui quelque part en fait ce serait dommage en fait de pas les présenter avec juste en fait le résultat final qui est l'histoire. Donc en fait t'as ces pages là qui sont super bien pensées, qui disent bon en fait voilà, moi j'ai chargé tout ça sur le sujet, je vous fais une petite synthèse pour vous faire comprendre en fait d'où l'histoire est partie et comment elle s'est appuyée sur des faits bien réels pour vous emmener après dans une direction bien plus fantastique et horrifique. C'est ça. Et puis on sait que dans beaucoup de numéros de Doggy à l'ancienne, il y avait souvent une sorte de thème fédérateur. Là, c'est pas forcément le cas, mais on voit qu'il y a toujours un corbeau dans chaque histoire qui institue l'idée du Crypt Keeper qui serait toujours le témoin actif. Je crois que c'est la seule règle des histoires de Lowrider, c'est qu'il doit y avoir un corbeau qui apparaît quelque part. Suivez le corbeau, du coup. Après, moi, j'attends avec impatience quand ça se développera et qu'on aura, comme on avait eu Soft Central Stories ou des projets qui justement, pas forcément des one-shots, mais des histoires qui seront liées par un seul thème, enfin des numéros qui seront liés par un seul thème pour explorer des variations précises de l'horreur, etc. Je sais pas si je t'avoue que je ne sais pas si c'est au programme. Bon, je pense que ça finira par il y aura des trucs thématiques, enfin j'en sais rien, peut-être que non. Mais sinon dans le tas, je me suis bien régalé, c'est toujours ça vaut largement son prix, c'est toujours une bonne lecture, c'est varié. Et j'avoue, je suis assez impatient de voir si Saint-Gelin poursuivra dans cette espèce de nouvelle esthétique qui commence à trouver, parce que c'est vraiment on voit les référents qu'il a chopé, je trouve, mais là c'est quand même très différent de passer de l'Obaloka à ça en attendant justement Barrière, où tu vois Frontier, pardon. Mais Barrière, c'est Brian Kevogan. Où tu vois justement que c'est toujours un style en mouvement et qui se repose pas sur ses acquis un peu rondouillard et tout. Moi, ça me fait très plaisir. Je suis content, du coup. Voilà. Très bien. Et toi, t'es content, Arnaud? Moi, je suis largement satisfait. Ce que je disais vraiment, en fait, c'est que, je lisais les Doggy Bags depuis belle lurette, et c'est vrai que c'était un peu un crève-cœur, en fait, quand l'anthologie s'était arrêtée au final si peu de temps après avoir été relancée. Et en fait, t'as toujours l'appréhension de, ok, donc c'est le successeur spirituel. Grosso modo, c'est à peu près la même formule. La maquette, elle a quand même pas trop changé. Yuck et Run ont adapté la chose pour que ça corresponde vraiment maintenant à Lowrider. Mais voilà, si t'as connu Doggy Bags, évidemment que tu ne pourras pas te défaire en fait du souvenir que t'en as. Mais justement, en fait, moi, ce que je disais, enfin ce que j'ai pu exprimer sur les réseaux, c'est en fait tu retrouves un pote qui t'avait manqué et c'est comme avant, sauf que c'est toujours bien en fait, et tu trouves, parce que tu te reposes pas en fait sur une nostalgie de quelque chose qui a existé, mais parce que tu te rappelles en fait pourquoi ce pote tu kiffais le retrouver tout le temps en fait. C'est parce qu'il sait te raconter des histoires, parce qu'il sait te faire explorer des univers, parce que tu sais que dans l'horrifique il sera toujours là, et que en plus graphiquement quand tu rentres de vacances, il te raconte comment c'était dans les autres pays et tout. Ouais, non, mais voilà. Au Japon, ils ont pris pas de flingues et tout, c'est incroyable, etc. Ouais, non, mais parce que, en plus, ils étaient, enfin, c'est clairement aussi inspiré de leur propre voyage, mais même, par exemple, enfin, et que graphiquement, il y aura toujours des efforts qui seront faits pour te régler. C'est vrai que, faut le préciser, mais t'as quand même un ensemble de pages qui sont, en fait, qui ont une surcouche de Pantone, en fait, c'est cette couleur-là ultra fluo. Flashy, Et en fait, ça demande, alors, je suis pas rentré dans les détails, mais on m'a expliqué plutôt dans la journée qu'en fait, ça te demande quand même de repasser, en fait, les feuillets à l'impression c'est une 5e couleur que t'imprimes par-dessus, quoi. Donc, c'est quand même, ils sont chiés, en fait, pour... Tu veux dire que c'est des baisers de la Fab?
Ouais, c'est niquer de la fave, l'expression. Bah non, mais en tout cas, clairement, ils ont envie de faire plaisir aussi, de se faire plaisir, parce que c'est quand même des couleurs ultra bright, je sais pas comment, tu vois, mais ça donne quelque chose. Et puis pour les scènes pour lesquelles c'est utilisé, ça a du sens aussi, ça flash vraiment. Donc voilà, donc le Reader, voilà, c'est un ami qui te veut du bien, quoi, en fait, qui juste dit, qui était parti un petit peu, puis il revient, et tu sais pourquoi, en fait, tu l'avais déjà suivi depuis plus de 10 ans. Avec un corbeau. C'est ça, voilà, il a un petit peu changé, il a fait un petit lifting, mais voilà, mais il se repose pas sur ses acquis, il est quand même toujours là de proposer des nouvelles choses, et c'est voilà, juste de te proposer à toi en tant que lecteur, voilà, un contenu qui te fasse plaisir, qui t'intéresse, et donc banco. Donc clairement, vous vous en doutiez, on n'allait pas vous en dire du mal, mais on est vraiment, enfin moi je suis honnête dans le truc, quoi. Forcément on connaît les auteurs. Je pense que au bout de 10 ans à suivre Doggy Bugs, les gens ont dû comprendre qu'on était quand même. Ouais, au pire, c'est ça, ouais, c'est ça. Mais voilà, donc c'est vraiment un très bon, un bien bon démarrage. Et puis, pour celles et ceux qui sont pas au courant, je sais pas si ce sera encore le cas quand on upload le podcast, mais il y a une édition, enfin, moi, ils m'ont fait marrer avec leur édition collector, du coup, parce que c'est avec une cassette audio pour écouter notamment une soundtrack qui a été composée. Ça, on vous en avait parlé dans Front Page. Et en fait, ils ont fait, je crois que c'est un tirage à 1200 exemplaires. Et en fait, ils ont mis, 10 cassettes vertes. La cassette de base elle est rouge, ils en ont fait 10 vertes, et si tu tombes sur une cassette verte, t'as un abonnement à vie à Low Reader et un pins, quoi. Okay. Et t'as aussi vraiment l'équivalent du ticket d'or de Charlie à la chocolaterie, c'est-à-dire que t'as une cassette jaune, et en fait celle-là tu gagnes un original, je crois, de Singelin pour Mister Sato. Tu peux pas visiter la Low Reader Factory avec des rats à visage humain non, je pense pas. Non, c'est très dit. Non, c'est pas comme ça, en fait. Okay, la Mother Bay, ça a pas du tout cette gueule. Je verrais bien Run, c'est en Willy Wonka et tout. Un peu vénère, hein. Willy Wonka. Ouais, un peu plus vénère, effectivement. Donc voilà, ça me fait marrer. Donc je vous encourage aussi à prendre cette édition pour soutenir. Et puis alors c'est vrai qu'il faut un lecteur cassette. C'est un petit peu, c'est le seul truc qui me fait un peu marrer, c'est que moi je sais pas comment je vais faire. Bien. C'est vrai? Ouais, mon père a encore son Walkman de l'époque où c'était la mode. Eh bien, on va lui voler son Walkman. Non, tu fous la paix au Walkman de mon père. Ok, ça marche très bien. Et en tout cas, voilà, Low Reader, c'est disponible aux éditions Research, c'est le label 619, c'est une petite valeur sûre. Et donc, on va continuer, Corentin. Et par quoi va-t-on continuer? Eh bien, on va continuer par ceci. D'accord. On va continuer dans le... convaincu. Mais qu'est-ce que ceci, Arnaud? On va continuer dans le registre donc de production qui sont faites chez nous, mais qui trouve un intérêt à être abordé sous nos latitudes. Ça s'appelle L'Ogre Lion tome 1, donc le Lion Barbare. C'est sorti aux éditions Dracou, et c'est une bande dessinée de Bruno Bessadi. Qui est donc Bruno Bessadi? Je vais te le dire, Corentin, merci de me poser la question. C'est qui ce Bruno Bessadi? Eh bien, je vais te le dire. Et je vais te le dire avec l'accent marseillais, parce qu'ils viennent du sud. Oh chier. Putain. Chichouille. C'est incroyable. Donc voilà, donc c'est un dessinateur qui travaillait, qui a beaucoup travaillé surtout pour l'industrie franco-belge, mais qui clairement dans ses inspirations graphiques est très porté sur la bande dessinée américaine. Et en fait, L'Ogre Lion, c'est un projet qui a mûri depuis je crois que dans la préface, il dit ou dans le dossier de presse que j'ai vu, que ça faisait depuis plus d'une dizaine d'années en fait qu'il voulait faire ce projet, que il avait jamais forcément pu trouver le temps de le faire, et que il y a eu des rencontres qui ont pu se faire à un moment donné pour que ça se valide. Mais grosso modo, nous, ce qu'on avait pu suivre du côté public, c'était qu'en 2018, il avait fait un Inktober en fait. Donc Inktober, c'est pendant le mois d'octobre, quand tu fais un dessin par jour. Et directement à l'encre, il avait fait donc un Inktober sur un univers d'un lion barbare qui est très très décalqué, très inspiré de Conan le barbare, tout simplement, de ce genre d'univers-là, de fantasy à la Frazetta, mais avec des animaux. Et en fait, c'est cet univers-là maintenant qui se retrouve développé dans un premier album qui a été signé donc chez Dracou. C'est le label BD de genre, notamment avec beaucoup de SF et de fantasy de Arlaston. Oui. Et qu'est-ce que je veux dire? Et donc voilà, ce sera une série qui sera complète en 3 tomes. Et donc là, on découvre en fait un démon. Grosso modo, donc on est dans un registre de fantasy, vraiment de fantasy animalière. Donc pensez d'animaux anthropomorphes. D'animaux anthropomorphes. Donc pensez Mouse Guard, donjon. Pensez donjon, ce genre de choses là. Et en fait, on se retrouve d'abord avec un petit chevreau qui est en fait embrigadé dans la secte du dieu cornu. Et à un moment, cette secte se fait attaquer par des hordes de loups, donc des loups en casque et armure. Ouais. Et donc arrive un moment
un démon à tête de bouc qui est très doué de ses armes. Ses glaives. Qui défouraille tout le monde, vraiment, c'est ultra sanglant, donc attention aux âmes sensibles quand même, parce que c'est plutôt gore, et voilà, donc qui assassine tous les loups et sauve du coup ce petit chevreau Wilt, et sauf que Wilt en fait a été emmené contre son gré dans cette secte de chèvres, et va demander à ce démon de le ramener chez lui dans les terres du sud, parce que eux ils se retrouvent au nord, sauf que en fait le démon disparaît, en fait on s'aperçoit qu'il occupe le corps d'un lion. Un lion qui est amnésique, qui ne sait pas ce qu'il fait là. Un lion qui erre dans les contrées nordiques alors que lui aussi vient de très loin du sud et qui va donc en fait, bon gré mal gré, entreprendre un voyage avec Wilt pour retrouver ses terres et surtout comprendre ce qui lui est arrivé, puisqu'il est quand même frappé de visions où a priori ses enfants morts lui parlent en disant pourquoi t'as fait ça. Donc en fait il sait pas, il a l'impression qu'il a buté ses gamins, il sait pas s'il l'a fait ou pas. Il a une sale réputation dans cet univers. Le démon quand il apparaît en fait refuse en fait de donner des réponses à Wilt qui le questionne, et donc ce voyage va se faire avec différentes étapes, donc un peu classique du voyage de fantasy dans une taverne où on va retrouver d'autres personnages, il va y avoir des embrouilles, on va retrouver un moment un autre peuple qui limite à une sous-enquête en fait, comme dans un RPG, tu sais, t'as une quête annexe, et c'est un petit peu ça, mais qui permet de faire avancer petit à petit en fait l'intrigue, puisque certains personnages de ces quêtes annexes vont se retrouver en fait dans la quête principale et on va commencer à comprendre tout ça. Donc franchement moi je trouve c'est un univers qui clairement en fait se repose un peu sur des bases classiques, on va dire, du registre de la fantasy, mais qui a en fait ces petites particularités qui fait qu'on a envie en fait de savoir ce qui se passe. Enfin voilà, ce concept du démon qui se cache dans le corps d'un lion, ce lion lui-même en fait qui reste très énigmatique et dont on n'arrive pas forcément à savoir, on veut savoir ce qui lui est arrivé. Je trouve que même l'univers par rapport à l'utilisation de des figures d'animaux où généralement on va dire que t'as quand même certains types d'animaux qui sont souvent associés à des caractères méchants, en fait là je pense que ça joue un petit peu avec certains codes, notamment avec un certain Charles, on va dire, pour ne pas trop en dire sur l'intrigue. Donc voilà, il y a plein de... Les chiens sont pas forcément des gentils. Ouais, c'est ça. C'est une BD assez réaliste. Non, du coup, c'est ça. C'est bien foutu. Moi, j'ai été pris complètement au dépourvu de ce registre-là. Mais attends, il y a des chats là-dedans, quoi. Non, il y a pas de chat. En fait, pas encore. Non. Parce que c'est aussi ça qui est bien, c'est qu'il y a une BD où il y a pas de chat. En fait, c'est très rare en fantasy. Hein, les guerriers chats, c'est plus souvent les tigres. Après, le héros est un lion, mais c'est plus souvent les tigres, les lions, etc., qui sont utilisés pour faire des guerriers un peu. Ouais, mais parce qu'en même temps, les chats, j'ai envie de dire, tu leur fais boue comme ça, ils se cassent en se chiant dessus. Donc voilà. Désolé. Ouais, alors, tu peux essayer avec. Vas-y, fais boue. Non mais Polo, je te jure que lui, je lui fais boue comme ça et tout, il détale, donc s'il te plaît, restons tranquilles. T'es très menaçant aussi. Mais au lieu ton haleine peut-être. Au lieu de parler du chat. Oui, pardon. Tu veux que je donne mon avis? Je te laisser dérouler ton truc. Oui, parce que moi j'ai fait mon topo, je t'ai dit un petit peu ce que j'en pensais. T'as pas dit Dark Souls alors que c'est de la fantasy. Ouais, mais c'est pas trop de la dark fantasy. Alors certes, il y a des combats où c'est quand même très violent, mais je trouve qu'il a un style, mine de rien, qui fait que ça passe en fait. C'est pas, ou alors c'est peut-être la mise en couleur, tu vois, mais on n'appuie pas trop non plus. Alors quand je vous dis que c'est de la violence, parce qu'il y a vraiment des corps tranchants en deux, il y a des boyaux et tout ça. Hein. C'est même un peu surprenant en fait. Si au début tu dis ah oui quand même. Ouais. C'est plus de la fantasy barbare. On voit les référents qui sont très évidents, effectivement, Conan le barbare pour commencer. On voit aussi, je trouve, un peu justement de donjon, alors parce que t'as le croisement entre un monde médiéval fantastique et des animaux, mais aussi avec ce côté le héros qui est pas forcément un pro de la bagarre, enfin en l'occurrence on pourrait se poser la question, qui fait appel à une entité qui sommeille en lui, comme Herbert avec sa ceinture qui invoque d'anciens porteurs de l'épée de la vérité ou de la destinée, je ne sais plus. On a aussi un peu de Samurai Deeper Kyo quelque part avec pareil le héros qui bourlingue et dès qu'il y a un combat il va faire appel au démon qu'il a en lui et qui a toutes les réponses à toutes les questions mais qui ne va jamais les donner en temps et en heure. Effectivement Mosgard pour les souris, donc c'est un medley en fait de trucs qu'on a déjà vu avant. C'est plutôt bien articulé, ça va très vite je trouve, l'intro est super brutale quoi. C'est tiens voilà hop ça c'est l'histoire et avance maintenant. Mais c'est pas mal foutu, il y a un côté un peu comment dirais-je, un peu God of War aussi, avec une espèce de drame de ce guerrier qui a tout perdu et qui, quelque part, on sait déjà comment ça va finir. Oui. Évidemment. Enfin, bon. Ok. Alors, dis-le dans ce podcast, comment tu penses que ça va finir. Non, je passe pas les gens, j'ai raison après. Ah oui, non, tu me diras en off. Je te dirai en off. Ça va faire un pari capable de plus, ça, je crois. Tu sais, on peut vous parier d'autres trucs aussi plus sains. Genre des trucs avec oui, c'est vrai. moins de vie parce que l'estomac tout ça. Ouais. Donc tout ça pour dire simplement que moi je trouve ça cool. Effectivement le décalage de la violence est sympa. J'ai du mal avec la mise en couleur par contre, je trouve trop numérique, trop
trop cartoon justement par rapport au propos. J'aurais aimé des couleurs plus descendues ou moins BD pour enfants en fait. Tu vois, parce que là je trouve vraiment que c'est assez flashy ou assez chargé à l'œil, alors qu'il y a un caractère dans le dessin qui est quand même assez différent en fait. Voilà, les créatures sont expressives, les bastons sont assez violentes, les découpages sont souvent assez chargés, arrivent bien à faire correspondre tous les mouvements qu'on a dans une page. Sinon ouais, je trouve ça bien, je trouve ça cool. C'est un bon tome 1 qui donne envie d'aller vers la suite. Ça réinvente rien, ça pose pas de nouvelles propositions particulièrement extraordinaires, mais c'est un bon complément justement à la saga des Conan le Barbare, on va dire, si vous aimez ce côté un peu plus fantaisiste, pas fantasy, mais fantaisiste, d'avoir des bestioles, d'avoir du donjon-like, on va dire, avec un peu moins de blagues quand même, c'est pas trop rigolo. Il y a quelques moments qui sont un peu rigolos, un peu à la Shrek, où il y a vraiment Wilt qui pose tout le temps plein de questions au lion, et le lion qui l'envoie un peu chier et tout. Donc non, je trouve ça cool. Et ouais, voilà, je trouve ça cool, c'est tout. Je suis pas transcendé, mais je trouve ça sympa. Très bien, très bien. Et donc c'est aussi disponible en librairie. Et pour le coup, en plus, vu que c'est un album quand même un petit peu qui est dans un cartonnet qui évoque directement le franco-belge, ça aussi le prix du franco-belge. Donc on est sur que je fasse de nouveau ma petite, voilà, sur 14,50 €, qui est donc relativement accessible pour une série en 3 tomes. Voilà, ça, on attend de voir. Bon, en tout cas, c'est cool aussi pour nous de mettre juste en avant le travail, voilà, de personnes bien de chez nous, on va dire, et qui travaillent et qui ont ces influences, voilà, qui arrivent à les digérer, qui arrivent à proposer ensuite leur propre univers. Et d'ailleurs, Bruno Bessadi étant de Marseille, hein, il est très copain aussi avec un monsieur qui œuvre dans le comics en France aussi, qui s'appelle le Comi des Comics. Donc ils ont fait un live ensemble qu'on peut vous inviter à retrouver sur YouTube. Attendant, bien sûr, qu'on puisse l'inviter pour un Super Friends à l'occasion. L'invitation est lancée, monsieur Bessadi, si vous nous entendez. Que tu veux, et le pastis, et il a pas cet âge-là, et tous les Marseillais. Un jour, on va voir, tu sais, on pourra pas venir à Marseille à cause de tes conneries. Je m'en fous, j'ai la famille à Marseille, ma grand-mère est à Marseille, mes 2 tantes sont à Marseille, j'ai le droit. Très bien. Comme toi avec le maquet. C'est tellement un réflexe. C'est épidermique, en fait. C'est dans mon sang. Bon, tu sais que mon sang, c'est comme de l'arabiata, et que quand je transpire, c'est de l'huile d'olive. Ah, it's a me. Maquet. Oui, ça s'appelle déjà son personnage. Luigi, it's a me, Luigi. C'est pour ça. D'où la vanne méta. Ouais. Merci, Jared. Allez, Corentin, on passe à la suite et on reste toujours du côté de la production franco-française. Mais qu'est-ce qui se passe, First Print? Est-ce que vous êtes devenu First Impression? C'est n'importe quoi. Première impression? Ouais. Premier tirage? Ouais, premier tirage. Oui. C'est nul. Non, pas terrible. Bakishoes, comment tu dirais? Les problèmes à l'arrière. Les problèmes arrière. Les issues, c'est problème. Oui, il y a pas de. Oui. Non, c'est des numéros, c'est des numéros aussi. Wow. Bakishoes, c'est le stock en fait, non? Non, c'est pas le stock parce que c'est en anglais, stock aussi. Ouais, non, mais c'est parce que le stock, tu l'as pas en... Ce débat n'a aucun intérêt, Arnaud. De quel BD allons-nous parler maintenant? On va parler d'un titre qui s'appelle Bolshoi Arena. C'était bien, Arnaud? C'était vachement bien. T'as kiffé? J'ai adoré. C'était cool. Parle-moi un peu. J'ai trouvé ça très cool. Alors, ça se passe dans un univers où, en fait, le Bolshoi, en fait, c'est un énorme système de réalité virtuelle. En fait, c'est un peu... c'est le métaverse, mais en cool et en bien, parce que en tout cas, de ce qu'on a vu pour l'instant, des projets métaverse, ça a l'air vraiment pas très fameux. Quand tu rigoles, tu pourras faire du shopping. Rendez-nous Second Life à ce prix-là, tu vois, parce que franchement, c'est quand même plus abouti. Là, c'est plus proche du MMO. Ouais, c'est ça, c'est online en fait. Ouais, non, mais c'est un croisement de métavers et de monde de online. Vraiment, c'est si vous avez connu cette première génération de MMO à l'époque, ça se passe dans un monde donc de space opéra où chacun a un vaisseau et c'était un MMO qui s'était fait remarquer parce qu'il n'y a pas vraiment de scénarisation. C'est-à-dire que tu n'avais pas des quêtes comme tu peux avoir dans un World of Warcraft ou des boss, etc. C'est les joueurs qui faisaient en fait l'univers, qui s'organisaient en guildes, qui allaient miner de l'uranium sur telle planète, etc. Et en fait, la scénarisation, c'était que d'autres joueurs arrivaient, leur disaient non, maintenant les mines c'est à nous, de dégager, etc. Il y avait des guerres de guildes, il y avait du commerce, il y avait des trahisons, il y avait des joueurs qui se faisaient passer pour des amis pour arriver au sein d'une guilde et tout trahir, etc. Et c'est exactement ce concept-là, mais appliqué effectivement à la réalité virtuelle. C'est-à-dire que les joueurs vont vraiment dans un espace qui est censé reproduire l'espace réel. C'est-à-dire que le jeu vidéo se base sur des calculs pour déterminer ce que sont les planètes qu'on connaît déjà ou qu'on peut observer, quelle est leur atmosphère, quel est leur environnement, quelles ressources ils peuvent convoiter dessus. Donc il y a aussi un petit côté cet autre jeu, tu sais, où t'explorais des planètes qui étaient générées aléatoirement. Ouais, No Man's Sky, non? Ouais, No Man's Sky, tu vois, à la fin t'avais une sorte de grande cartographie de toutes les planètes qui avaient été découvertes par les joueurs et tout.
Donc c'est ça, et effectivement avec un système de guildes dans un Paris futuriste, le Grand Paris d'ailleurs, il y a des références au Grand Paris parce que tu vois les différentes lignes de métro qui ont été prévues par la préfecture de Paris, par une jeune scientifique qui est en thèse, ouais, et qui utilise d'ailleurs même ce jeu-là aussi pour par rapport à ses propres intérêts scientifiques. Ouais, tout à fait. Et donc c'est l'équipe créative, c'est Boulet. Oui. Et Asséine qui donc voilà illustre, et Boulet scénarise. Alors Boulet qui a un vrai intérêt pour les sciences, qui dirige une collection de BD, je crois que c'est Octopus, qui justement édite de la BD un peu scientifique. Mais il faisait ça s'appelait la rubrique scientifique, je crois. Ouais, voilà, c'est ça. Donc il y a quand même pas mal de trucs qui sont assez bien fichus, et ça te parle justement de ce décalage qu'on commence à avoir nous en termes de perception de ce qu'est la réalité, de ce qu'est la fiction, en tout cas l'insertion dans un monde qui serait le métaverse, on va dire. T'as même une scène qui est super cool où par exemple elle dit oui, mais c'est bien d'aller dans le jeu sur la planète, c'est sur Titan, ouais. Mais pour faire mes relevés, etc., mais ça reste de la fiction, c'est des lignes de code. Titan, c'est un satellite de Jupiter, du coup. Oui, mais c'est gros. Oui. Et du coup le professeur lui dit non mais c'est bien, vous avez raison, il faut baser vos recherches sur la réalité. Par contre, ne vous priez pas d'aller dans ce jeu qui est la plus grande révolution artistique et créative du XXIe siècle et tout. Donc ça parle d'addiction aussi au jeu, ça parle de comment t'abandonnes peu à peu ta vraie vie pour entrer dans un monde virtuel. Ça parle aussi de plein de trucs. Enfin, même Boulet, je pense qu'il a quelque part il a eu le nez creux par rapport à l'économie du présent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on parle beaucoup de NFT, c'est-à-dire en général ça ne sert à rien un NFT, c'est-à-dire que c'est juste tiens je te file un JPEG, tiens en échange j'ai 2000 balles, enfin 2000 Ethereum. Mais là en l'occurrence dans un monde virtuel, et c'est justement ce qu'avait dit Zuckerberg, c'est que les NFT seraient mis à contribution du métavers, c'est-à-dire que vous pourriez les exposer, vous pourriez les vendre, en fait comme dans la vraie vie, c'est-à-dire si un mec il arrive chez toi, il voit ton tableau là de Manhattan je crois, et il dit tiens je te file 500 balles, je peux le ramener chez moi et tout. C'est un peu ce que fait Frisk Orleans récemment, parce qu'il Frisk Orleans a fait une galerie en ligne pour exposer ses NFT. Alors, les gens peuvent les acheter et tout, c'est incroyable. Et il s'est même fait tatouer son Bored Ape NFT. C'est complètement débile. Non, mais c'est horrible. Alors, ce truc mais non, parce que le truc, franchement, déjà, les NFT, de toute façon, c'est nul, tu vois. Et il n'y a pas de débat à avoir, c'est nul. Mais alors, leur délire des singes, là, mais c'est moche. Je sais même pas d'où c'est parti. Mais je sais pas, ouais, c'est un mec qui a dit, en fait, ouais, chacun peut avoir son avatar singe, là. Mais c'est trop nul comme il dit qu'il veut un avatar singe. Ils sont générés aléatoirement, non ? Ouais. Je sais pas, mais qui fait ça ? Mais vraiment, moi, ça me dépasse, tu vois. Autant il y a des délires parfois je peux comprendre. Mais alors générer ton avatar en forme de singe. Tu sais, en plus ils ont tous la même queue, donc en fait ce qui différencie limite c'est leurs accessoires et tout ça. Mais va jouer au Polly Pocket ou je sais pas quoi si tu veux juste mettre des accessoires sur des trucs nuls. Lego c'est bien aussi. C'est comme moi je sais pas. Ah bref, tout ça pour dire que grosso modo, d'ailleurs il y a vraiment un côté blockchain parce que on t'explique que dans l'univers de Bolshoi, t'as des blocs qui sont révélés, donc en fait comme justement les bitcoins qui sont découverts après un certain temps de minage par les consommateurs, enfin les pratiquants, les mineurs, en fait les minters de la blockchain, et que en fait t'as de la spéculation par rapport à ça, t'as un vrai capitalisme au sein du jeu en fait, où t'as une forme d'économie virtuelle qui surplombe peu à peu l'économie de la réalité. Parce que tout pan du jeu dévoilé, c'est des nouvelles planètes aussi sur lesquelles tu peux aller justement, donc des nouvelles planètes, donc des nouvelles sources. Ouais. De ressources, pardon. Et donc, voilà, ce sera qui de la compagnie ou qui du mineur indépendant arrive à se poser le premier en dessus pour revendiquer le territoire et tout ce qui lui appartient. Donc, c'est ça. Et après, ils font des tractations, de la paperasserie. T'as vraiment des guildes comme des guildes de MMO, mais qui sont en fait des sociétés informatiques. Et quand t'arrives dans le tome 3, tu t'aperçois que justement, t'as vraiment en fait un impact de l'économie réelle. C'est-à-dire que grosso modo, ces boîtes-là qui font du trafic à l'intérieur du jeu, c'est pas juste un jeu, c'est-à-dire qu'elles emploient des gens dans la vraie vie qui sont des bots, des artisans, des constructeurs, ou alors simplement des joueurs qui sont payés par une compagnie virtuelle. Et donc quand comme les gens qui étaient payés pour avoir des persos de LoL en niveau 99, oui, ou même les Gold Farmers, etc. en Corée, enfin les joueurs pros aussi de Starcraft et tout. Donc ça amalgame plein de trucs. En fait, c'est vraiment un gros medley, pareil, de trucs de problématiques sociales, on va dire, qui sont liées aux jeux vidéo, à la réalité virtuelle. Sans forcément rentrer dans le côté c'est mal. C'est-à-dire que le but c'est pas de dire il faut se priver de la réalité virtuelle parce que c'est dangereux pour la société, etc. Je pense que moi ce que je comprends c'est que ça essaie plutôt de dire que déjà c'est un échappatoire, c'est l'escapisme en fait le plus évident. C'est-à-dire que c'est pourquoi la réalité virtuelle, parce que tu peux être un ranger de l'espace ou bien justement un milliardaire de l'espace qui farme des données dès que t'arrives entre guillemets dans un monde où tout est à réinventer.
C'est-à-dire que les règles sont remises à zéro. T'es pas juste un milliardaire qui est né d'un milliardaire, qui est né d'un milliardaire, et qui donc, là, tout le monde a une égalité des chances, dans le Bolchoï. D'ailleurs, c'est aussi pareil, un truc de la vraie vie, ça. C'est beaucoup de gens, ils imaginent qu'avec la réalité virtuelle, on va pouvoir créer un monde différent et s'abolir, entre guillemets, de l'ancien monde qui est foiré et qu'on n'arrivera plus à sauver. De la même façon que dans la réalité virtuelle, tu peux imaginer justement que, comme le Bolchoï, on pourra créer des environnements qui seront plus sains, qui seront moins pollués, qui seront plus agréables à l'œil que notre monde à nous. D'ailleurs, c'est intéressant de se dire qu'en fait, beaucoup de gens attendent le métaverse au lieu de se dire, et si on solutionnait la planète d'abord? Mais bref, très inquiétant tout ça. Et donc, c'est assez angoissant parce que quand tu lis, des fois, tu te dis, mais attends, mais en fait, tout l'arc scénaristique là qui est en train de me raconter, c'est juste un jeu vidéo, je m'en fous, il y a pas d'enjeu en fait. Et peu à peu, pour ces gens-là, ça devient vraiment réel. Et t'as des fois des chutes de réalité, genre t'as le copain de l'héroïne qui, elle, donc, va vraiment s'abandonner dans le Bolchoï, qui lui dit, mais putain, tu me fais chier, c'est qu'un jeu vidéo, quoi. Et moi, je déconnecte et tu me casses les couilles, j'en ai marre. Tu vois qu'il y a vraiment aussi un peu à l'existence des manifestations, des révolutions contre, justement, la fracture virtuelle, ils appellent ça. C'est-à-dire comment, en fait, le fait que les gens, justement, s'investissent tellement dans le Bolchoï qu'ils oublient qu'il y a des vrais trucs à faire dans la réalité. Tout en, justement, comme je l'ai dit, en ne condamnant rien, même plutôt en ouvrant des portes en mode, et si à la No Man's Sky, et si on avait réussi à créer l'infini avec des algorithmes et des logiciels de prédiction, et en fait, et s'il pouvait y avoir de la vie qui se développe au sein d'un univers virtuel, de la vie un peu comme dans Tron Legacy, de la vie qui justement en fait n'aurait pas été prévue par le jeu, des civilisations qui seraient à monter et tout. Du coup, c'est vraiment fascinant. Enfin, c'est vertigineux les réflexions qu'il y a là-dedans. Après, je vous décris ça comme ça, c'est pas du Alan Moore ou du Grant Morrison, hein, ça reste écrit de manière assez légère, les dialogues sont assez... Alors, il y a beaucoup de dialogues de tractation politique et tout, mais... C'est quand tu te poses un petit peu que tu dis que tu commences à quand même à prendre du recul sur ce que tu viens de lire, tu vois en fait de quoi ça voulait te parler et t'arrives quand même à dire que ouais, c'est juste, enfin c'est pas que juste l'histoire d'une meuf qui arpente un jeu vidéo immense en réalité virtuelle, parce qu'il y a quand même des implications. C'est ça, voilà, c'est pas Summer Wars. Et c'est bien, parce que c'est vrai que moi j'ai pas encore lu le tome 3 dont on parle, parce que c'est vraiment du tome 3 que Corentin vient à lui, et c'est lui qui m'a dit vas-y, il faut qu'on en parle quand même, c'est trop bien Bolchoï. Je t'avoue que moi je connaissais deux noms, j'avais pas pu encore m'y jeter, alors que pourtant j'avais des albums à la maison. Voilà, ça s'appelle les services presse, que parfois on a juste pas le temps de lire et puis après le temps passe. Et du coup non, par contre effectivement le concept est très rapidement prenant, les personnages sont attachants immédiatement, et surtout c'est en termes de dessin. Il y a quand même des bons gros moments de frappe sur tout ce qui est représentation de vaisseaux, et qu'on est vraiment dans le pur registre de SF et tout. T'as vraiment des dingueries visuelles qui sont vraiment très 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 fortes. Mais j'aime bien en plus cette mise en couleur aussi qui est très légère en fait, presque pastel en fait, où ça fait un peu dans pastel. Ça fait mais il y a presque un peu une économie en fait, où on veut pas avoir trop de tonalité non plus, tu vois, et en fait ça fait une forme de simplicité qui est super super bienvenue, avec un peu de bleu pour certaines scènes, un peu de rose pour les autres, et du rose orangé beaucoup. Là, dans le tome 3 en fait, quand elle découvre une autre planète, grosso modo, où la vie commence à se développer, c'est plus chargé, c'est plus Dragon Ball ou Moebius, on va dire. Peut-être c'est des environnements vraiment très sauvages avec de nouvelles races aliens et tout, où là c'est un peu plus vert, un peu plus coloré en fait. Mais c'est vrai que dès le début, il y a un truc qui te frappe quand tu rentres là-dedans, c'est que c'est très doux en termes de dessin. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que t'as un côté un peu... Enfin, moi, je crois reconnaître les références qu'il utilise. Je crois reconnaître, par exemple, le trait d'un mec, comment il s'appelle, le dessinateur de Saint Seiya, par exemple, où tu vois un peu dans les coupes de cheveux, dans les regards, il y a un peu du Chevalier du Zodiac. Okay, ouais, t'as des références, d'ailleurs, dans le tome 3 au Chevalier du Zodiac, avec une armure, qui est une armure d'or, une armure de Chevalier d'or, en fait. Tu vois aussi un peu de Urasawa, qui est un peu le pape du manga sur l'angoisse du futur, etc. Enfin, toi, Jeff Century Boys, Monster, Billy Bat, c'est juste le plus grand mangaka qui existe, selon moi. Et tu vois aussi, effectivement, un côté un peu génération Club d'eau, un peu justement de ces dessins animés comme Jeanne et Serge ou Lucie l'amour et rock'n'roll et tout. Donc, t'as un côté vraiment tout de suite très mignon, et oui voilà, et les productions de Tatsunoko à la Speed Racer aussi, parce que t'as les petits casques, c'est un vrai travail de design, hein. Pour le coup, Boulen lui a pas envoyé des directives, il a dit à Sen, tu crées l'univers, je m'en fous, c'est toi qui fais les visuels, c'est toi qui fais les vaisseaux, c'est toi qui fais l'armature générale du concept, et c'est vraiment très beau, c'est très chargé en nouvelles inventions. On a vraiment des combats de robots, on a des magnifiques croiseurs galactiques, on a des belles scènes de bataille. C'est un ancrage très léger aussi qui fait des contours assez manga. Donc, alors, à la question évidemment, voilà, pourquoi est-ce que nous on en parle alors qu'on est quand même plus spécialisé comics? Bon, déjà effectivement, la réalité virtuelle, c'est un thème qui nous intéresse tous les deux, je pense, en tout cas en fiction.
parce qu'on pratique pas. Mais surtout, voilà, c'est que nous, on aime bien la BD franco-belge quand elle va chercher des référents ailleurs et qu'elle essaie de faire un grand écart un peu international. De la même façon qu'on sait, voilà, que Babley prend des références parfois dans le manga aussi, ou Singelin, voilà, Singelin, c'était un trait très japonais. Il a vécu 1 an au Japon et c'est un fondu de culture japonaise et de manga aussi. Là, quelque part, on est vraiment plus dans l'héritage, en fait, du franga, on va dire, c'est-à-dire de comment notre génération, notre culture a reçu l'héritage du manga. Et ce que ça en fait, justement, je trouve ça plus comics en termes d'écriture et de thématique, parce que on va directement aller vers la problématique sociale, vers le côté le capitalisme, vers le côté l'effondrement, beaucoup moins que dans le côté parce qu'il y en a plein des mangas sur la réalité virtuelle, tu vois, sur les joueurs de MMO hardcore, etc. De Moporg. Ouais, de Meuporg, exactement. Meuporg, pardon. Ouais. T'as comment ça s'appelle déjà? T'as une série de jeux justement qui a été adaptée en manga, et je crois que le manga est plus populaire maintenant que la série de jeux, un peu comme Dofus. T'as plein de trucs comme ça, et là en l'occurrence c'est vraiment plus une lecture un peu à la fois fascinée par ce qui se dessine à l'horizon, en fait. C'est-à-dire que le jour où on parfois même par ce qui se passe, parce que sur certains aspects, au final, le titre se fait même rattraper. Ah bah oui, complètement. Mais justement, c'est ça que ça a commencé en 2018. Il avait déjà, entre guillemets, anticipé un peu l'économie de la NFT qui, justement, avec le métaverse, trouve toute une autre résonance. C'est que aujourd'hui, oui, payer pour un NFT, c'est débile. Par contre, si demain, vous considérez, vous, que la fausse réalité est une réalité, et que vous pouvez acheter, donc, du coup, c'est complètement débile, parce que vous allez dans un monde virtuel pour continuer à acheter et à être, encore une fois, un esclave du système. C'est votre problème, les gars. Big up à vos Oculus Rift. Ouais, mais faut arrêter de dire faut arrêter de dire. Enfin, oui, les gens font ce qu'ils veulent, mais à un moment, il va quand même falloir que les gens se rendent compte que c'est complètement. Déjà, moi, que l'État ne légifère pas sur le plagiat en NFT, je trouve ça juste délirant, parce que les NFT, normalement, vu que c'est de la crypto, c'est imposé. Hein. C'est-à-dire que l'État reconnaît en fait que tu dois taxer les posteurs de NFT, c'est la propriété intellectuelle. Mais les bitcoins, c'est taxé déjà. Hein. Okay. Donc déjà de base, je comprends pas pourquoi est-ce que les artistes comme Liam Sharp ou comme Paul Renaud qui se font juste secouer leurs œuvres sur DeviantArt qui après sont mintés sans leur accord, il y a pas genre une protection juridique par rapport à ça. Mais on n'arrête pas de parler des NFT, Arnaud. Là, parlons de Bolshoi. Il y a rien là un peu, bordel de merde. Mais du coup, bref, c'est une super BD. Vraiment, moi, c'était un coup de cœur quand je l'ai découvert par hasard complètement à la Fnac. J'ai juste trouvé la couverture, j'étais en mode genre, ça a l'air sympa. Et honnêtement, le tome 3 qui vient de sortir, il est vraiment super bien aussi. Il a une sorte de jaquette un peu pour faire effet 3D, j'ai l'impression. Mais comme les autres, en fait. Hein. Ah ouais? Ouais. Ah, moi, c'est que j'ai vu, c'est juste un cartonné sans jaquette plastique. Ah, mais alors c'est peut-être la première édition, je sais pas, mais parce que moi, celui que j'ai aussi d'avant, en fait, c'est okay. Pareil, hein, il y avait toujours ça. Ben voilà, il fallait pas que j'achète à la Fnac. Putain, désolé. Mais du coup, ouais, c'est trop cool. Je sais pas, enfin, toi, Arnaud, vite rapidement, si t'as ce que j'ai dit avant, c'est que l'univers m'a charmé très rapidement par le concept. Je faisais déjà mon éloge du dessin de Azane, et même sur la douceur, c'est effectivement, c'est le terme que tu as utilisé un petit peu avant, et c'est ce que j'utiliserai aussi pour qualifier vraiment, en fait, les planches, mais à la fois, parce qu'il y a quand même des scènes d'action, même des trucs un peu violents, mais même ça, tu sais, la mise en scène de la façon dont on meurt dans ce jeu et tout, je trouve que voilà, il y a plein de bonnes idées, il y a plein de bonnes utilisations aussi de l'espace négatif, en fait, du blanc pour à des fins narratives, en fait, que je trouve vraiment très plaisant. Donc moi, c'est une très très bonne découverte aussi. Hein. Ouais, tout à fait. Mais il y a des moments qui sont un peu plus durs. Enfin, le tome 2 est vraiment le plus noir, parce que voilà. T'as des moments un peu sexy aussi, voilà. Enfin, des trucs. Oui. Par là. Il y a un petit peu de sexe. Ouais. Mais si on devait justement considérer qu'il y a des bons artistes français qui font du bon comics à l'américaine, là, je trouve, si on considère que c'est un peu du manga croisé avec du franco-belge, c'est vraiment ce qu'on peut espérer mieux de cette école du franga, entre guillemets, qui généralement et puis produit un peu hybride. Après, c'est vraiment c'est aussi ce genre de BD qui, de toute façon, et même comme un Yojimbot, par exemple, tu vois, qui complètement, en fait, s'émancipe, en fait, des carcans, en fait, des formats de publication qui ont été un peu la façon de faire pendant de très très longues années, parce que les modèles de publication ont complètement changé, parce que le 48 pages couleur, c'est plus une norme, en fait. Ça reste une des normes qui existent, mais c'est pas non plus ce que les auteurs, je dirais aussi d'une génération plus jeune maintenant, ont envie de faire, parce que clairement, ils ont pas envie de se contraindre à 48 pages. Donc tu te retrouves en fait avec des séries d'albums, qui font 140 pages, donc qui sont pas non plus dans le label, on va dire, roman graphique, parce que c'est pas une œuvre complète en un seul volume. Ça reste une série, mais c'est pas là on est plus sur du 130 pages, je crois, avec Bolshoi Ranak, mais voilà, ça reste de la série, mais pas de la série traditionnel dans le format franco-belge, et ça fait quelques années maintenant, mais ça se développe de plus en plus, en fait, et que t'arrives plus
Et on en discutera d'ailleurs dans ce podcast avec un éditeur très prochainement, #clin d'œil, mais que voilà, qu'en fait ça devient presque impossible de vouloir cantonner dans des cases, en fait, de vouloir placer une BD dans une case, parce que il y en a de plus en plus qui en fait arrivent à se loger dans plusieurs, et qu'après c'est en fonction juste de qu'est-ce que ça raconte, de quoi ça parle, à quoi ça ressemble, qu'est-ce que ça évoque, et ensuite éditorialement où est-ce que tu vas toi pouvoir en parler, parce que justement Bolshoi Arena, nous on a décidé d'en parler. Yojimbot, on a aussi décidé d'en parler, mais Yojimbot c'est aussi ils font un partenariat avec Atom pour leur second tome, qui est une revue spécialisée sur le manga, parce qu'il y a aussi un aspect manga, et en même temps c'est une production un peu jeunesse franco-belge, donc ça peut aussi trouver sa place dans un média spécialisé sur ce genre de registre. D'ailleurs il a eu une nomination au FIBD jeunesse, tu vois. Donc en fait tout le monde, voilà, différents t'as différents angles par lesquels aborder l'œuvre. Ici, l'angle, il est juste de la qualité, c'est ça. Parce qu'au final, c'est trop fort, mon gars. C'est juste que Bolshoi, c'est une très bonne BD, et voilà. Donc si Netflix France nous écoute, on n'est pas contre une petite série animée. Oui, mais après, tu sais, très franchement, je m'en fous, en fait, tu vois. Il me semble que t'étais aussi quand même de ce côté la BD est bonne. J'ai pas forcément envie de l'avoir déclinée. J'ai pas besoin de l'avoir. En animation, c'est différent. En animation, c'est toujours quand même pas trop. Tu vois, c'est toujours une bonne nouvelle, moi, je trouve. Oui, non, c'est sûr, mais pour l'instant... Sauf Super Pets, ça sert à rien. Pour l'instant... Oui, en 2D, Netflix, tu m'écoutes. Toujours. Mais pour l'instant, de toute façon, voilà, je ne crois pas qu'il y ait de projet, mais en tout cas, vous pouvez lire cet album. Donc le 3e tome, c'est proposé à 23,95€ en librairie pour du bon 140 pages dans un format souple, avec jaquette transparente pour la première édition, j'imagine, vu que toi t'en as une cartonnée. C'est trop. Mais ça se trouve c'est toi qui as la collector, en fait. En 2018. Ouais, je sais, mais ça se trouve c'est toi qui a une version luxe. J'ai découvert ça pendant le confinement, je pense. Donc premier. Donc non, j'ai certainement eu des reprints sans le petit côté plastifié. Après, pas grave, j'ai pas besoin de couleur plastifiée forcément, mais non, et puis le plastique c'est mal quand même, Corentin. Justement, puisqu'on parlait de la planète, d'écologie, tout ça. Exactement, putain, le pétrole, merde, on va tous mourir. Allez, on continue, et on va cette fois vraiment, par contre, c'est bon, on a fini de vous faire d'utiliser le podcast comme un cheval de Troie pour vous parler de création faite en France. Là, on retombe dans les grandes lignes éditoriales de First Print, c'est-à-dire donc de la bande dessinée qui nous vient des États-Unis, et on va donc aller du côté de Delcourt pour vous parler du second album de Reckless, du duo Ed Brubaker, Sean Phillips. D'ailleurs, en fait, on va faire une spéciale Brubaker aujourd'hui, je crois. C'est pas grave, c'est bien. Non, c'est très bien. En même temps, j'ai envie de dire, Ed Brubaker, l'homme aux mains d'argent, mais en fait, c'est Midas. Non, je voulais faire une comparaison que tout ce qu'il fait, c'est de l'or quasiment. Je crois qu'il a jamais quand même fait, il a rarement fait des trucs nuls. En tout cas, non. En tout cas, chez Image, il a rien fait de nul depuis qu'il est exclusif chez eux. Il a jamais rien fait de nul. Donc c'est le Midas des comics, quoi. Tout ce qui touche devient de l'or. Ouais. Un jour, il tuera sa femme comme ça, et après, il va se suicider en se touchant, je pense. C'est ça la fin de l'histoire de Midas, non? Je sais pas, je la connais pas par cœur. Okay. Mais toujours est-il que on vous avait déjà parlé donc de Reckless, cette nouvelle série justement de comics, mais un petit peu pensée un peu dans un format franco-belge, parce que pour moi, clairement, Reckless, c'est un peu un Tintin hard-boiled venu des États-Unis, si tu veux un petit peu la comparaison marketing. C'est exactement pareil. Ou Ricochet, si tu veux, c'est un Ricochet, clairement, c'est un Ricochet hard-boiled. Complètement. Faites des Nurchis sur Reckless, s'il vous plaît. C'est ça. Non, mais voilà, donc c'est Ethan Reckless, donc un ancien hippie qui avait été utilisé par le FBI pour justement s'infiltrer dans ces milieux-là, qui maintenant en fait est recruté pour accomplir des missions, des enquêtes, une sorte de détective privé. Et justement quoi? T'aimes pas quand je dis détective privé? Non, c'est ton résumé, il est un peu en désordre, ça m'a fait rire. Oui, et donc dans le premier tome, en fait, une enquête qui le ramenait à son passé, justement à l'époque où il était dans le FBI. Donc là, on est sur le deuxième album. C'est censé être des aventures qui peuvent se lire de façon indépendante, Corentin. Donc c'est Reckless, l'envoyé du diable en français. C'est sorti chez Delcourt. Et donc là, on est dans le terrain où je vais te laisser dérouler, puisque je n'ai pas encore pu lire ce second tome. Mais toi, comme tu es une Brubaker Zouz, ça fait de toute façon depuis bien longtemps que tu l'avais abordé. Moi, je l'ai lu dès sa sortie en VO, je pense. J'avais d'ailleurs j'en avais parlé sur Twitter. Et on n'a pas fait, parce que maintenant on attend plutôt la sortie VF pour faire les critiques. C'est ça. Ouais. Pour qu'ils juste trouvent un meilleur public chez nous, c'est assez logique. Donc ouais, effectivement, c'est du grand Brubaker, comme d'hab, c'est mieux que le premier volume. On est donc sur une histoire qui, comme tu l'as dit, auto-contenue, même s'il y a une envie de continuité, il y a bien
un passage du temps. Là, on est en 85. Je crois qu'on était en 81 ou 82 dans la première série. Et c'est un petit peu comme les Larmes Fatales, par exemple, ou les Die Hard, ou les épisodes de Columbo, ou voilà. C'est-à-dire que c'est l'idée de faire un début, un milieu, une fin, qui va informer sur la vie du héros, qui va nous révéler des zones grises qu'on ne connaissait pas avant, comme Parker de Darwin Cook, qui est vraiment le modèle en comics de ce genre d'écriture, qui en fait aux États-Unis est très commune. Il y a plein de sagas de grands détectives comme Philip Marlowe. Il y a aussi dans les pays scandinaves les enquêtes de Kurt Wallander, etc. Donc c'est quelque chose qui existe dans la fiction policière depuis très longtemps. Et aux États-Unis, on a juste rajouté un peu comment dirais-je, de Charlton Hestonisation du produit, puisque le héros, généralement, en plus d'être détective, c'est souvent un mec qui bagarre, qui flingue, voilà, qui a un CV long comme le bras d'exaction X ou Y. Effectivement, Ethan Reckless, qui est donc l'ancien du FBI, qui a découvert la culture hippie, qui s'est un peu perdu en chemin, qui du coup ne sait pas vraiment ce que la vie lui réserve et qui se laisse dériver au fur et à mesure des enquêtes, qui vit dans un cinéma. Cette histoire-là, elle est intéressante parce que le premier volume parlait un petit peu justement de c'était quoi en fait la culture hippie, c'était quoi la fracture qui est arrivée aux États-Unis entre ces anciens rebelles révolutionnaires fans des Ramones et de Jimi Hendrix, et comment en fait ils ont perdu face à l'establishment et au pouvoir américain, enfin au pouvoir des puissances américains, des puissants américains je veux dire. Là en l'occurrence on parle plutôt d'immigration, déjà pour commencer, on parle de ces GI qui sont partis au Vietnam faire la guerre et qui sont rentrés avec une femme sous le bras. Ça veut dire quoi avoir du coup des racines vietnamiennes, ça veut dire quoi s'intégrer aux États-Unis. Ça parle évidemment de Hollywood, puisque toutes les histoires de Reckless parlent toujours un peu de Californie, donc de Hollywood. C'est un petit peu comme Under the Silver Lake, extraordinaire film au demeurant, voyez-le si vous l'avez pas vu, ainsi que Big Lebowski, ainsi que Inherent Vice. C'est ce côté un petit peu l'enquête fantasmée, un peu fumeuse et brumeuse dans les couloirs un peu ombrageux et ténébreux d'Hollywood. Un truc qu'il avait déjà fait dans Fatal. Dans Fatal, il y avait déjà un segment où l'héroïne de Fatal, donc la femme fatale, va à Hollywood et découvre que, à l'ombre justement de la transition du mouvement des hippies, il y a eu cette espèce de moment un peu flottant où Charles Manson est arrivé, où les hippies ont commencé à devenir des espèces de loges satanistes, où l'ésotérisme a laissé place à un truc un peu plus noir, comme on le voit dans Bad Times at the El Royale, ou la dernière BD de Maria Jovette aussi, tu sais, avec les communautés du soleil. Oui. Voilà. Et à Hollywood, ce mouvement-là, en fait, ça fait que les hippies qui étaient intégrés en poste ont commencé à croiser la route de gourous, de malfaiteurs un peu tarés, etc. Et donc, il y a eu des films porno sataniques, il y a eu des sacrifices humains, il y a eu beaucoup de drogue qui a circulé. Et c'est voilà ce côté un peu fantasmé de ce Hollywood-là qui réapparaît dans la vie de Ethan Reckless, parce que lui, il va commencer à mener une enquête sur la sœur de sa copine, qui est une bibliothécaire d'origine vietnamienne, enfin qui est née au Vietnam, et comment lui justement il va confronter cette espèce de spin-off un peu malsain de la culture hippie à sa conception à lui justement de pourquoi c'est parti en couille, encore une fois dans la même idée d'interroger les fantômes des États-Unis. C'est hyper bien écrit, c'est hyper bien dessiné, le rythme est parfait, ça va mieux en termes de comment dirais-je, de comment boucler un album entier sans prendre de pause, sans avoir de ventre mou, sans chute de rythme. C'est surtout que moi j'avais trouvé que juste que la fin était un peu précipitée sur le premier tome. Ouais. En fait, t'avais la résolution en finale de pourquoi la meuf pourquoi il lui est arrivé ce qui lui est arrivé, tu vois, et je trouvais que ça allait un petit peu c'était un peu à la pulp, ça aussi, où il donne les clés de compréhension à la fin. Là c'est plus digeste, c'est plus diffus. C'est peut-être un peu moins violent aussi. En fait, c'est que les enquêtes ont toujours l'air un petit peu d'être pas importantes dans l'univers de Reckless. C'est-à-dire que t'as pas l'impression qu'ils résolvent ou pas l'affaire, ça va changer le visage du monde, tu vois. C'est-à-dire que grosso modo, en fait, c'est tous des losers qui ont tous perdu après la guerre du Vietnam, qui sont tous perdus après la guerre du Vietnam. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé ce qui devait se passer, c'est-à-dire que grosso modo, les États-Unis sont rentrés dans le rang. Et les années 80 arrivent, c'est plus consumériste, les gens prennent de la coke, les gens écoutent Dépêche Mode, les gens vont surfer. Ils en ont rien à péter de la révolution d'un autre temps, du monde autrement, de Woodstock. Et là, c'est un peu pareil, sauf que, comme pour Pulp, en fait, ça parle aussi du fascisme aux États-Unis. Ça parle aussi justement de comment, en fait, les idéaux d'extrême droite, les idéaux nazis, les idéaux complotistes sont toujours restés un peu planqués dans les ombres et pour réapparaître relativement récemment, mais ils n'ont jamais disparu, en fait. Ils ont toujours été là, quelque part, à serpenter, etc. Avec, en plus, ce côté vraiment, oui, théorie du complot, des loges maçonniques, on va dire, ou plutôt spiritualistes, sombres, des chaos magiciens, etc.,
qui manipulait en fait les réalisateurs, voilà, le fameux complot des Illuminati et tout, mais à une échelle toute petite en fait, qui croise ça avec les nazis. Donc c'est vraiment bien foutu, c'est très dense, hein, c'est un labyrinthe comme d'habitude, c'est-à-dire que tu passes dans les rues de Los Angeles où tout le monde a l'air d'avoir un secret, tout le monde a l'air d'être un peu mouillé dans un truc un peu crado et tout. Reckless qui est toujours un héros qui porte bien son nom, c'est-à-dire qu'il a aucune pitié, il est juste là, lui c'est un muscle, c'est un muscle de détective qui juste est là pour briser quelque chose, un secret, et qui à la fin va vraiment briser des gueules comme à chaque fois. L'histoire d'amour est très bien écrite, je trouve. T'as toujours ces scènes magnifiques où il est au cinéma. Ça parle du père aussi de Reckless qui je crois meurt récemment au début de la série, enfin où il évoque la mort de son père récemment. Ce qui est un truc qui est vrai en fait dans la vie de Brubaker, qui a perdu son père il y a moins de 5 ans je crois, et qui justement souvent l'a évoqué, où il avait dit Pulp justement, c'est je m'imagine comment je serais à l'âge de mon père et tout. Dans Reckless, t'as ça aussi. T'as souvent la figure du paternel qui rattrape en fait l'homme maintenant un peu âgé, qui est devenu Brubaker, et souvent du coup maintenant il écrit des héros un peu âgés, un peu gueule cassée. Voilà, c'est super bien. Philippe c'est toujours aussi adroit aussi. Il fait vraiment un très bel effort justement, et son fils Jacob qui fait des trucs, mais tu pleures quoi. Enfin c'est magnifique, c'est tellement beau. C'est toujours la meilleure série je trouve actuellement de Brubaker avec Criminal. Devant Fatal, hein, à mon avis. Genre, je pense, ils ont dû le dépasser au tome 2 et 3. Le 3 est un peu moins intéressant, pour le coup, mais il y a vraiment, en fait, une espèce de sincérité, tu vois que les mecs se font plaisir, en fait. Il y a plus de cliff, il y a plus de cliff de fin, il y a plus de... Oui, c'est un autre modèle de narration, en fait. Ouais, voilà, et c'est totalement entier. C'est-à-dire que tu le lis, tu peux pas le décrocher, tu vois, tu dis, oh putain. Et tu finis, tu dis, waouh, c'était bien. Et tu fais, peu cher. Fiche. Mon Dieu. Tchoukala. Tu fais maquer. 2 par podcast maintenant. Maquer. 3 par podcast. C'était bonno. Si. Bref. Mais Giorgio, là. Bref. Ethan Reckless. Arrête, putain. Je peux m'accrocher à ta folie à tout moment, là. Il est très fort. Donc, voilà, c'était bien. Voilà, très bien. On vous conseille, c'est très bon. Mangez-en et reprenez-en ensuite. Alors, c'est pas très digeste non plus, donc parce que ça reste du papier, mais effectivement, vous pouvez aller le prendre en librairie. C'est une valeur sûre. A priori, de toute façon, quand on vous dit Brubaker Phillips, si vous lisez des comics indés depuis quelques temps, vous savez que quand ce duo apparaît, ben voilà, c'est de la magie. Exactement. C'est délicieux. Tu vois, délicieux, ça. Okay. C'est vraiment vrai. C'est vrai que c'est vrai. C'est vrai que c'est vrai. Allez, Corentin, on termine avec du Brubaker encore. Mais pas du Phillips. Mais pas du Phillips, puisque, alors c'est vrai que là on a un petit peu de retard parce que c'est un bouquin qui est sorti plutôt en fin d'année dernière. Mais voilà, on avait quand même envie d'en mettre une couche comme ça là, tiens, Brubaker, t'en mets une couche comme ça, tu vois là, ça. D'Arabiata. Ouais, exactement. Et de Parmigiano, avec l'intégrale de Velvet qui est sortie également aux éditions Delcourt et qui reprend les 15 numéros de cette série, de cette maxi-série. Alors je sais pas s'ils avaient été annoncés au départ comme devant faire 15 numéros forcément. Non, ça a été rallongé au départ. Ah, ça a même été rallongé. Ouais. Ok. Il en parlait dans ton courrier des lecteurs où il disait au départ j'avais une idée pour 2 arcs et en fait ça c'est avec justement Velvet qui est donc une espionne. Ouais. Une espionne qui s'est reconvertie en secrétaire de l'agence d'espionnage, en tout cas, c'est ce que l'on croit. Et en fait, son passé va ressurgir le jour où l'un des agents meurt. Ouais. Et que lorsqu'elle finit par enquêter, en fait, elle s'aperçoit, vraiment pour donner le pitch, que forcément, classique d'espionnage, tout n'est pas comme elle le pensait, en fait, et que les gens qu'elle pensait être ses alliés ne l'étaient pas forcément, et que la vie qu'elle a vécue n'était pas forcément telle qu'elle le pensait. Corentin, c'est donc écrit par Ed Brubaker, c'est dessiné par Steve Epting et c'est mis en couleur par Elizabeth Breitweiser. Et incroyable duo. Et c'est de ce qu'on appelle de la frappe, je crois. Exactement. Mais c'est probablement... Non, allez, hop, c'est bon. On arrête des conneries. C'est le plus beau travail tu veux dire de les Steve termes. Epting. Tu veux dire les termes. C'est le plus beau travail de Steve Epting. C'est incroyablement beau. C'est Steve Epting qui a refait du Batwoman d'ailleurs depuis, qui était pas ouf et tout. On voit Epting des fois qui passe et on se dit Steve Epting, mais à chaque fois on se dit c'est moins beau que Velvet et c'est super désagréable. Alors il y a une réalité, c'est que Breitweiser fait un travail sur la colo qui est extraordinaire, notamment sur toutes les planches où justement il y a que Velvet qui saute, qui bondit, qui apparaît dans les ombres avec sa magnifique sur les clairs-obscurs, ça. C'est incroyable, c'est incroyable. Et justement Velvet héroïne très intéressante. Qui a un vrai physique, c'est-à-dire que c'est pas juste une belle nana, quoi. Elle a des traits de caractère, voilà, avec sa tache de rousse, comment on appelle ça déjà, son grain de beauté, avec sa mèche de cheveux blancs, qui la rend instantanément iconique.
qui dessinait à plusieurs âges de sa vie, enfant, jeune femme, femme âgée, dans la quarantaine à la fin, au moment de la série, qui est sexy, qui est forte, qui a du caractère, qui a vraiment une expressivité dans les visages, dans les expressions, qui est incroyable. Donc graphiquement, c'est de la puff, c'est tout. C'est Eisner Award, meilleur duo dessinateur coloriste, voilà. Au niveau du scénario, on va dire que ce serait du Archer si Archer était écrit par un mec qui se prenait vraiment très au sérieux. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tout ce que tu peux imaginer d'une série d'espionnage. C'est même une sorte d'œuvre crépusculaire. Hein, oui, c'est ça. C'est un immense hommage en fait à la fiction d'espionnage. Et c'est référencé souvent. Pour Baker, il commence un chapitre par les espions sont, les espions font, les espions pensent que, etc. T'as toutes les figures que tu connais. T'as le KGB, t'as les espions anglais, charmeurs. T'as les îles, voilà, parce que évidemment t'avais le souvenir de Ian Fleming et de son trip insulaire à Bikini Island ou je ne sais plus à GoldenEye Island. Voilà, vous me corrigerez, vous fans de James Bond, dans les commentaires. T'as aussi le côté évidemment Berlin-Ouest, Berlin-Est, t'as les espions en France. Oui, parce que l'intrigue se situe pas dans le présent. Oui, non, c'est les années 70. C'est début des années 70. Mais ça remonte jusqu'aux années. Deuxième Guerre mondiale, ouais. Oui. Non, mais je veux dire que ça remonte aussi dans les années 50, justement, quand tu explores la jeunesse de l'héroïne. C'est ça, donc c'est en fait toute la guerre froide jusqu'à la présidence de Nixon. C'est important. Donc voilà, c'est vraiment une œuvre monde, on va dire, sur les espions, où lui en fait met tout ce qu'il avait envie de mettre sur les espions, parce qu'évidemment, en tant que fan de séries de porte-flingues et de fiction américaine, de romans de guerre, etc., Brubaker est fan des espions. Donc on a effectivement une héroïne qui, justement, a ce côté vétéran, qui passe d'un milieu à un autre avec une aisance folle, qui te parle aussi, voilà, de plein de trucs de société, comme les femmes trophées, des milliardaires et des mafieux russes, un truc que Garcinis avait déjà évoqué dans Punisher, d'ailleurs, qui te parle justement du sexisme, entre guillemets, qu'on peut avoir dans les milieux de cette période-là, et comment c'est facile pour elle, qui est une belle nana, en fait, de profiter de ça pour simplement s'infiltrer. On te parle de la politique des États-Unis, de la politique étrangère des États-Unis. On te parle de Richard Nixon et du Watergate. Oui, les gars, évidemment, forcément, j'ai envie de dire. En termes d'écoute et de scandale politique, il y a quand même peu de choses aussi fortes dans l'histoire des États-Unis contemporaine. On te parle évidemment aussi de flingues, on te parle évidemment de c'est quoi être amoureux quand t'es espion, est-ce que tu peux faire confiance quand tu passes ta vie à te méfier de l'autre, etc. Et quand toi-même tu passes à mentir, en fait. Ouais, tout à fait. Et puis de manipulation, du fait qu'il n'y a pas vraiment de cas de retraite dans ces milieux-là, où en fait à la fin, soit on te bute, soit on t'envoie à l'asile parce qu'on a peur que tu divulgues les secrets, etc. Et évidemment, par contre, il y a vraiment ce côté, tout est écrit pour faire plaisir, tout est écrit pour régaler. Là, on est vraiment sur un cliffhanger de fin systématique. Ouais. On est sur, évidemment, l'héroïne, elle est trop forte. Évidemment, elle va jamais perdre une bagarre. Évidemment, on va te mettre des twists un peu partout. En fait, lui, c'était un traître. Mais non, attends, sérieusement, mais enfin, pourtant, là. Et tout est comme ça. Du coup, c'est très facile comme écriture, parce que tu as l'impression d'avoir vu ça 1000 fois, en fait. Si tu t'as grandi avec des fictions un peu d'espionnage, tu te dis, ouais, en fait, c'est vraiment limite une œuvre méta, pas assumée, c'est-à-dire qu'en fait c'est une œuvre méta sur comment on écrit une histoire d'espionnage, et elle a juste ce critère différenciant d'avoir une héroïne qui est tellement forte, qui est tellement badass, qui est tellement sexy, qui est tellement cool, que en fait voilà, c'est du Brubaker à fond les ballons, quoi. Et évidemment le critère différenciant ultime d'être juste une BD absolument magnifique à regarder, absolument merveilleuse à dévorer. T'as pas un personnage qui se ressemble, t'as pas une scène d'action qui est incohérente en termes de mouvement et tout. C'est vraiment super bien, c'est super beau. C'est que premier degré pour le coup, mais c'est vraiment incroyable. Vas-y. Non, mais que même sur la partie vraiment, revenir un peu juste sur Steve Epting, mais en fait, mais c'est une BD qui a une approche hyper réaliste pour le coup. Enfin, ce qui est tout à fait. Qui est à la limite du photoréalisme, mais qui est pas comme un Miko Swayan, tu vois, ou tu sais, sur le Harley Quinn, Joker Harley Criminal. Toi, tu disais que ça, ou Mike Mayhew, ou toi, c'était un photoréalisme tel qui te dérangeait. Et là, en fait, on est vraiment dans une approche réaliste, mais on n'est pas, c'est pas un décalque de photos non plus, mais du coup, t'as quand même l'impression parfois d'avoir peut-être même, oui, du coup, des photographies, en fait. Bien sûr. Mais je te dis, les expressions des visages, c'est, alors, je sais pas si Epting travaille avec des modèles vivants ou si juste il Google Woman Expression, mais c'est vraiment, enfin, moi, j'ai l'impression que c'est une actrice, tu vois, que tu regardes, enfin, tu t'imagines déjà le film. Et encore une fois, voilà, t'as pas besoin d'un film pour le coup, parce que tellement que c'est. Oui, non, ça. À part du case par case, t'as pas besoin d'une surcouche. Et t'as toute cette esthétique années 60-70 où les modèles de bagnoles sont exactement. Bon, là, ils ont clairement fait des recherches. Voilà, c'est parfait. Les modèles de flingues, voilà, sont parfaits. T'as pas
un détail qui sort du truc. Les costumes sont propres, tout est bien branlé, quoi. Graphiquement, c'est les couvertures peintes aussi, elles sont ouf, quoi. Incroyable. C'est lui qui les faisait et ouais, non, mais il a un skill. Mais Velvet, c'était un des premiers projets qu'il avait fait dans la foulée de Fatal, vraiment en parallèle de Fatal. Je crois que c'est pour ça que c'est pas Phillips qui dessine, c'est parce qu'ils étaient en parallèle de Fatal, juste après avoir signé son contrat chez Image. Et là, à l'époque, on se disait, ok, d'accord, une page se tourne pour Brubaker, c'est le moment où il va vraiment commencer à lâcher les lions, et qu'en fait, on va avoir tout ce qu'il avait envie de faire chez Marvel avec Captain America, mais parce que du super-héros, parce que tu peux pas buter les héros, etc. T'es obligé, en fait, d'en passer par là, et d'avoir un truc un peu plus sage. Et là, ouais, en plus, en format intégral, c'est génial, parce que 15 numéros, c'est pas un truc trop épais, ni trop déconnant dans une bibliographie. L'édition, elle est propre, elle est cool, la cover, elle est trop bien. Non, enfin, ça, moi, franchement, voilà, c'est un petit chef-d'œuvre, quoi. Il y a pas hésité. Si vous aimez les trucs d'espionnage au premier degré, encore une fois, si vous êtes des gros fans de Bond, ou même de chapeau melon et bottes de cuir ou je ne sais quoi, ou Archer, il y a vraiment moyen de se faire un bon gros kiff, quoi. Voilà, et puis donc t'as un petit carnet de bonus avec notamment on va dire deux post-faces d'un auteur qui s'appelle Jess Nevins, qui en fait justement parle à la fois de la fiction d'espionnage et aussi du mythe de la femme fatale et aussi de la belle assistante, en fait, puisqu'au début c'est un peu ça qui Penny au début, qui voilà, c'est ça qui est un petit peu évoqué. Donc voilà, donc une belle édition en intégral qui vous permettra d'aller redécouvrir un très bon titre au final de fond déjà, au final, parce que c'était sorti il y a 10 ans, hein, c'était 2012 de mémoire, Velvet en VO. Par là, ouais. Donc voilà, faire revivre ces petits chefs-d'œuvre du nouvel âge d'or d'Image Comics quand il y a eu la grosse fuite des cerveaux. Et ça nous rappelle quand même que Brubaker ne travaille plus avec Eptic depuis. Et oui, c'est quand même dommage, parce que même si j'adore le travail qu'il fait avec Philippe, après il fait maintenant les deux se complètent quand même super bien, quoi. C'est vrai que c'était une très bonne collaboration. En tout cas voilà, donc c'est dispo chez Delcourt et on vous le recommande si jamais vous étiez passé à côté de la série, comme ce fut mon cas. Oui. Et là-dessus, Corentin, on termine ce Back Issues, une bonne petite heure, voilà, pour parler de comics. C'est un peu le principe de ce podcast. On espère qu'on a réussi à vous intéresser aux œuvres qui ont été chroniquées. N'hésitez pas à nous le dire en retour si vous avez lu ou comptez lire quelque chose après nous avoir écouté. Désolé pour vos thunes. On vous rappelle, voilà, effectivement, mais on vous rappelle que si vous voulez passer commande en ligne, si ça ne vous fait pas peur, ou si vous n'avez pas de librairie à proximité, bien vous pouvez le faire avec les liens qui sont dans la description de ce podcast et qui renvoient à nos amis de chez Comics Zone. Et puis, pour soutenir le podcast, 2 options. Vous pouvez le partager, s'il vous plaît, sur les réseaux sociaux, partout, parlez-en partout, et tout ça. Vous allez en librairie, vous faites, en fait, cette BD, je vous l'achète parce que j'écoute ce podcast. Et le libraire va faire, ah bon, mais quel est donc ce podcast? Et puis après, le libraire lui-même, il va voir un autre client qui achète la même BD, il va faire, mais vous l'auriez pas acheté parce que vous avez écouté ce podcast. Et l'autre va faire, bah non, mais attendez, c'est quoi ce podcast dont vous parlez qui parle de bande dessinée? C'est incroyable. Et petit à petit, comme ça. Et voilà, vous allez rentrer chez vous, vous allez rentrer si des libraires nous écoutent, vous pouvez aussi conseiller à vos lecteurs d'écouter. Il y a des libraires qui nous écoutent, il y en a, je sais pas, c'est peut-être pas tous, mais il y en a quelques-uns qui nous écoutent et ils sont très gentils de le faire. Mais voilà, donc vous pouvez partager les podcasts et puis vous pouvez aussi nous soutenir sur notre page Tipeee pour apporter pérennité et sérénité à notre podcast sur le long terme. Merci de nous avoir écoutés. Merci. Et à très bientôt pour la suite. Salut.